Afrique des libertés, je vous salue. Guerre russo-ukrainienne sur le fond d'un duel entre l'OTAN et le bloc de Shanghai, BDS. Et l'Afrique dans tout ça. Qu'en sera-t-il de l'Afrique dans tout cela? Que doivent penser les peuples africains devant le scénario qui se déroule actuellement au cœur du continent eurasiatique? Vous êtes nombreux aux quatre coins du monde à avoir sollicité un éclairage circonstancié, une analyse circonstanciée pour l'Afrique des libertés. Eh bien, du conflit russo-ukrainien, afin de savoir autant que possible comment nous positionner dans cette période particulièrement difficile pour le monde. Africaines, Africains, je vous salue. Amis européens, amis américains, amis asiatiques, amis afro-caribéens des luttes africaines pour la liberté, je vous salue. Partagez cette émission, une brève réflexion à chaud sur les événements en cours. Je vous salue sur le fond de Wanda Christo Medley qui chante dans la langue de nos ancêtres africains. Protégez et partagez cette émission. Vous êtes près de 500 déjà connectés sur Franklin Yamsiwa Cameroun, Facebook. Soyez 500 à partager, 500 à protéger. Vous êtes plus de 500 d'ores et déjà connectés sur Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. YouTube. Protégez et partagez autant la présente intervention. Nous commençons dans moins d'une minute. Le temps presse. Africaine, Africain du continent, afro-caribéen, Africain de l'océan Pacifique, Africain de l'Atlantique, Africain de l'océan Indien, Africains d'Europe, Africains d'Amérique, Africains d'Asie, amis européens, amis américains, amis asiatiques des luttes africaines de la liberté, je vous salue. Je voudrais intervenir en ce jeudi 24 février 2022, pendant quelques minutes, pour aborder un sujet d'actualité brûlante. Vous le savez sans doute tous, la guerre a éclaté entre la Fédération de Russie et la République d'Ukraine. Après de longues années de tensions, de négociations qui manifestement n'ont pas abouti, aujourd'hui, la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine et ces deux nations s'affrontent. Actuellement, avec, selon les dernières informations, l'armée russe qui est parvenue à 40 km de la capitale ukrainienne Kiev, l'armée russe qui d'ores et déjà se serait emparée d'un aéroport décisif sur la route de Kiev en Ukraine. Une question lancinante m'a été adressée par mes amis internautes citoyens du monde entier. Connaissant mon goût prononcé pour l'analyse politique
en général et géopolitique en particulier, une question m'a été posée. C'était celle de savoir comment l'Afrique des libertés, notre conscience collective de lutte pour l'émancipation africaine, qui est aujourd'hui en train d'engager des millions, des dizaines de millions et bientôt des centaines de millions et même plus du milliard d'Africains dans le monde, comment pouvons-nous apprécier ce conflit et quel peut être l'impact de ce conflit qui se déroule à des milliers de kilomètres de l'Afrique sur la vie politique africaine? Alors, au moment de prendre la parole sur ce sujet, je voudrais d'ores et déjà inviter mes amis sur les réseaux sociaux à prendre absolument avec des pincettes toutes les informations qui vont émaner dans la situation actuelle des deux principaux camps en conflit, à savoir d'un côté l'Ukraine et de l'autre côté la Fédération de Russie. Deuxième précaution, prendre avec des pincettes les informations qui vont venir des deux camps en conflit sur un plan beaucoup plus large, à savoir l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dominée par les États-Unis et qui contrôle donc l'essentiel de l'Union européenne, l'Europe occidentale. Et puis en face, la grande alliance qu'on appelle souvent le bloc de Shanghai, qui rassemble donc la Fédération de Russie et la Fédération chinoise. Alors, il faut prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que dans des périodes où les conflits s'exacerbent, les camps en conflit ont toujours tendance à en rajouter sur l'information. Donc, toute personne qui veut se construire une opinion solide doit analyser les arguments des camps en présence. Et il y a ici, en fait, 4 camps en présence qui peuvent se recouper en 2 camps. Sur un plan, le plan de la micro-analyse, c'est-à-dire l'analyse en miniature, il y a la Fédération de Russie face à la République d'Ukraine. Mais sur le plan de la macro-analyse, il faut bien voir l'OTAN, notamment donc avec à son sommet les États-Unis, et puis de l'autre côté, le bloc de Shanghai, avec globalement ce qu'on peut appeler l'alliance russo-chinoise. Donc l'analyse doit se déployer avec beaucoup de prudence à propos de ce qui est dit à gauche comme à droite, dans le but de chercher quelque chose d'objectif, sur quoi nous, Africains du monde entier, pouvons construire notre raisonnement. Et c'est à ce devoir que je voudrais me soumettre ici. À un effort d'objectivité, à un effort de vérité qui puisse permettre aux populations africaines, mais également aux autorités, aux décideurs authentiques de l'Afrique, de tirer leur épingle du jeu du monde tel qu'il va. Voilà l'exercice auquel je voudrais m'adonner ici. Vous êtes d'ores et déjà près de 2500 personnes au total, ici sur Facebook et là sur YouTube. N'oubliez pas de protéger votre émission. Ne laissez pas le nombre de personnes qui regardent l'émission être supérieur au nombre de personnes qui la protègent et qui la partagent. Protégez et partagez. Alors, sans plus tarder, j'annonce le plan de mon intervention sur le sujet. Premièrement, je vais commencer par un certain nombre de rappels historiques, parce que si on ne maîtrise pas ces rappels historiques, on ne comprend pas le conflit russo-ukrainien et on ne comprend pas le conflit entre l'OTAN d'un côté et de l'autre côté, ce qu'on peut appeler le BDS, le bloc de Shanghai, c'est-à-dire globalement l'alliance russo-chinoise. Si on n'a pas un brin d'histoire dans son esprit, on ne comprend rien à ce qui se passe. Et quand on ne comprend rien à ce qui se passe, on est aisé à manipuler par la propagande de guerre. Et pour nous qui vivons ici en Occident, bien sûr, nous sommes assommés et abrutis à longueur de journée par des chaînes acquises à la propagande de guerre occidentale et qui veulent nous imposer une version du conflit qui n'est pas vraie. Nous sommes davantage exposés à la propagande occidentale parce que nous ne comprenons pas la plupart du temps le russe. Nous ne lisons pas le russe. Et nous ne comprenons pas le chinois, nous ne lisons pas le chinois. Or, la plupart des Africains lisent le français, lisent l'anglais, le portugais et l'espagnol. Et une bonne partie des Africains lisent également l'arabe.
Or, l'essentiel des pays où on lit le français, l'anglais, l'arabe, le portugais est matraqué par la propagande occidentale. Voilà pourquoi il faut faire très très attention à ce que vous regardez à la télé. Quand vous ouvrez votre télé dans le monde francophone, anglophone, lusophone, hispanophone, dans le monde arabophone, vous avez pratiquement 90% de chances de vous retrouver matraqué par la propagande de guerre occidentale. Pourquoi? Parce que, eh bien, la plupart des contrées du monde ne parlent pas russe. Certes, les médias russes et chinois ne parlent pas non plus chinois. Les médias russes et chinois font un effort maintenant de traduire dans les différentes langues du monde ce qu'ils veulent dire. Mais ce ne sont pas des médias qui sont traditionnels dans l'opinion en Afrique. Les médias traditionnels dans l'opinion en Afrique sont des médias en français, en anglais, en arabe, en espagnol, en portugais. Et ce sont des médias largement dominés par les sources occidentales et par le sourçage occidental. Donc je vais commencer par un rappel historique. Une fois que je vais faire le rappel historique, je vais aborder dans un deuxième moment les responsabilités qui sont engagées dans la guerre russo-ukrainienne. Et puis dans un troisième moment, je vais indiquer pour moi la solution à la crise actuelle qui a mené à la guerre russo-ukrainienne que nous observons. Je vais indiquer pour moi quelle est la solution, ou plutôt quelles sont les solutions. Car il me semble au moins qu'il y a au moins 4 ou 5 solutions absolument nécessaires pour sortir, eh bien, du recommencement sous une forme renouvelée de la guerre froide que le XXe siècle a connue. Mes chers amis, voilà le programme de votre émission et nous commençons sans plus tarder avec la première partie. Première partie, rappel historique. Voici le minimum que l'Africaine et l'Africain, où qu'il soit dans le monde, doit savoir. On ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement en Ukraine si on ne se souvient pas qu'entre 1945 et 1990, le monde entier a été dominé par ce qu'on appelle la guerre froide. Premier concept à maîtriser, la guerre froide. Qu'est-ce que c'est que la guerre froide? C'est que, à l'issue de la guerre de 1939-1945, les puissances qui ont vaincu l'Allemagne nazie et ses alliés se sont partagées en quelque sorte le monde en zones d'influence. Ce partage du monde suivait quelque part une certaine ligne, une différence idéologique fondamentale. D'un côté, des pays acquis au capitalisme, c'est-à-dire à la libre concurrence commerciale, à l'investissement, à la privilégiature du profit. Les pays qui affirmaient en quelque sorte le modèle capitaliste, dirigé par les États-Unis. De l'autre côté, les pays qui choisissaient le modèle idéologique socialiste, ici ce n'est pas la libre concurrence, ici ce n'est pas le profit, mais ce qui était affirmé, c'était de privilégier l'intérêt commun, le bien-être social, le bien-être collectif, d'accord? Les pays qui avaient choisi cette idéologie inspirée par les écrits de Karl Marx, de Lénine, de Engels et en très bonne partie, bien sûr, de Mao Tse-tung, ces pays-là se rassemblaient dans un autre bloc qu'on appelait donc le bloc de l'Est. Le capitalisme à l'Ouest, le socialisme à l'Est. Ces deux grands blocs, constitués d'un côté des États-Unis, de tous les pays pratiquement de l'Europe occidentale, et de l'autre côté de l'Union des républiques socialistes soviétiques, de la République populaire de Chine et de tous les pays du bloc, on va dire globalement oriental, du continent eurasiatique, ces deux grands blocs-là allaient donc s'affronter pendant pratiquement 45 ans. De 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à 1990, dans le monde, globalement, on appartenait à l'un ou à l'autre bloc. Certes, dans les années 50, à l'initiative de l'Indonésie, de Suharto et de Sukarno, comme on l'appelait, eh bien, il y a eu un effort de créer un bloc, un troisième bloc qu'on appelait les non-alignés. Mais ces non-alignés n'étaient pas si non-alignés que cela. Globalement, ils étaient soit sous influence américano-occidentale, soit sous influence russo-sino
soviéto-sino-orientale. J'insiste sur la première période. Il faut bien comprendre ce qui se passait. Il y avait le bloc capitaliste et il y avait le bloc socialiste. Et la frontière entre ces deux blocs était symbolisée par le mur qui divisait l'Allemagne en deux. On appelait ce mur-là le mur de Berlin. Alors, dans cette période de la guerre froide, la rivalité entre ces puissances se traduisait, par l'effort militaire, la course aux armements. La rivalité entre ces deux blocs se traduisait par l'effort de contrôler les voies commerciales du monde, donc la rivalité économique. La rivalité entre ces deux blocs se traduisait par des guerres indirectes pour étendre leur influence sur les autres parties du monde. De telle façon qu'une partie des guerres africaines, une bonne partie des guerres africaines du XXe siècle étaient en fait des guerres indirectes entre le bloc capitaliste occidental et le bloc socialiste oriental, c'est-à-dire en fait des guerres indirectes entre les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, l'Union des républiques socialistes soviétiques et la Chine. On peut prendre comme bon exemple de tout cela, par exemple, la guerre d'Angola. La guerre d'Angola a vu en réalité s'affronter en sous-main les États-Unis d'Amérique soutenant l'UNITA de Jonas Malheiro Savimbi et de l'autre côté, l'Union des républiques socialistes soviétiques avec Cuba et jusqu'à une certaine mesure la Chine soutenant le mouvement pour la libération de l'Angola, le MPLA, d'Agostinho Neto et de José Eduardo dos Santos. Vous pouvez lire la plupart des guerres africaines du XXe siècle à partir du paradigme de la guerre froide. Elles vont se comprendre. Même les mouvements indépendantistes africains des années 50 et des années 60 sont des mouvements qui devaient décider de s'aligner soit derrière le bloc de l'Est, et alors ils pouvaient bénéficier du soutien de l'Union soviétique et de la Chine, ou de la Chine, ou alors ils s'alignaient derrière le bloc capitaliste, et à ce moment, ils bénéficiaient du soutien des États-Unis d'Amérique et de l'ensemble des forces de l'OTAN. C'est une décision qui devait se prendre dans chaque pays. Dans mon pays natal, le Cameroun par exemple, la puissance coloniale française va éliminer le mouvement indépendantiste camerounais au motif que le mouvement indépendantiste camerounais de l'Union des populations du Cameroun s'est aligné dans le bloc de l'Est, c'est-à-dire aux côtés de l'Union soviétique et de la Chine. C'était, à cette époque-là, un motif, c'est-à-dire que c'était un péché contre le Saint-Esprit que de choisir d'appartenir à l'un des camps, car de fait, on devenait l'ennemi de l'autre. Tout pays africain qui s'inspirait de l'idéologie marxiste-léniniste, qui s'inspirait de l'idéologie capitaliste, communiste, pour structurer son mouvement d'indépendance, était considéré comme un pays pestiféré dans le bloc occidental, dans le bloc capitaliste, et à ce titre, devait être l'objet d'une guerre d'élimination de son leadership indépendantiste. De la même façon, le bloc socialiste ciblait les dirigeants des pays africains qui s'étaient soumis aux États-Unis et soumis à l'Europe occidentale et soutenait les mouvements de résistance contre eux. C'était la situation. Alors, ce système va s'effondrer, notamment du côté du bloc de l'Est, du bloc socialiste. Pourquoi? Parce que l'idéologie communiste, l'idéologie marxiste-léniniste, l'idéologie socialiste ne pourra pas faire face à la compétitivité énorme du capitalisme. Des crises internes, souvent des crises de sous-production, les famines, des crises liées à l'exercice autoritaire du pouvoir dans les régimes socialistes confrontés justement à la rareté, confrontés à la compétitivité du monde capitaliste, ces crises vont conduire à l'effondrement, en quelque sorte, si vous voulez, eh bien, du marxisme-léninisme d'État, du communisme d'État, à une révision de tendance libérale, eh bien, de l'idéologie qui dirige l'Union des républiques socialistes soviétiques d'une part et la Chine de l'autre. Au point qu'aujourd'hui, en Chine par exemple, on dit que ce qui est pratiqué, c'est un capitalisme populaire. Donc la Chine s'est convertie au capitalisme populaire, bien que le pays soit encore dirigé par le Parti communiste chinois. En ancienne Union soviétique, cela s'est traduit par ce qu'on a appelé le mouvement de la perestroïka, le mouvement de la glasnost. En fait, globalement, c'était la libéralisation de l'économie politique soviétique qui a été
notamment menée par Gorbatchev et parachevée par Poutine. Eh bien, la conséquence en est que l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée. S'étant effondrée, une partie des républiques qui composaient cette union sont redevenues indépendantes. Une partie des républiques qui composaient l'Union des républiques socialistes soviétiques est redevenue indépendante. Et vous verrez donc maintenant où va naître le conflit entre la Fédération de Russie, qui conserve l'essentiel du territoire de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et l'Ukraine, le conflit qui va naître entre la Fédération de Russie et l'OTAN, c'est-à-dire le grand bloc occidental qui, quant à lui, vous allez le voir, va continuer à s'agrandir. Après l'effondrement du mur de Berlin, après l'effondrement du communisme d'État, après le démembrement de l'Union soviétique, ce qu'on va observer, c'est que le grand bloc de l'OTAN, dirigé par les États-Unis, va commencer à récupérer, à phagocyter, dans la direction de l'Est, les anciennes républiques devenues indépendantes et issues de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Alors, là, je vais me servir d'un tableau pour vous montrer ce qui s'est fait depuis lors. À partir notamment de 1999, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est l'organisation militaire du bloc occidental, dirigée par les États-Unis et incluant ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, grosso modo, qu'est-ce qu'ils vont faire? En 1999, ils intègrent la République tchèque, la Hongrie et la Pologne. Si vous regardez ça sur une carte, ça veut dire que chaque fois qu'ils intègrent des pays de l'Europe de l'Est, ils peuvent positionner des armes puissantes à l'intérieur de ces pays, et ces armes puissantes leur permettent de mettre la pression sur la Russie, sur la Fédération de Russie. En 2004, l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, va intégrer cette fois-ci la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Je vous rappelle que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie, étaient des anciennes. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie étaient des anciennes républiques, membres de l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'OTAN les intègre. Chaque fois que l'OTAN intègre ces nouvelles républiques, anciennement membres de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'OTAN va y disposer son matériel de guerre. Ce qui veut dire que l'OTAN se rapproche avec ses armes les plus puissantes aux portes de la Russie. En 2009, l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, intègre cette fois-ci l'Albanie et la Croatie. Albanie et Croatie, en 2009, rejoignent l'OTAN. Alors là, si vous regardez la carte des pays dont je suis en train de vous parler, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'ils intègrent l'OTAN, il y a une espèce de demi-cercle qui est en train de se former face à la Russie, un peu comme un demi-cercle d'encerclement. Car tous ces pays qui intègrent l'OTAN ont désormais le droit d'avoir sur leur sol le dispositif militaire mis en place par notamment la puissance américaine pour protéger ses alliés de l'OTAN. Ça ne s'arrête pas là. En 2017, l'OTAN intègre le Monténégro. En 2020, l'OTAN intègre la Macédoine du Nord. Ça fait combien de pays intégrés par l'OTAN? République tchèque, 1. Hongrie, 2. Pologne, 3. Bulgarie, 4. Estonie, 5. Lettonie, 6. Lituanie, 7. Roumanie, 8. Slovaquie, 9. Slovénie, 10. Albanie, 11. Croatie, 12. Monténégro, 13. Macédoine du Nord, 14. Pendant que l'OTAN n'arrête pas d'intégrer les anciennes républiques socialistes soviétiques en son sein et les pays de l'Europe de l'Est en son sein, la Fédération de Russie, elle est obligée de constater que elle est maintenue dans la portion congrue, elle est maintenue dans les conditions de l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, eh bien à la fin des années 80. Donc en fait, de manière concrète et scientifique, nul ne peut nier que depuis l'effondrement du mur de l'Est
et l'effondrement du système soviétique, le bloc de l'OTAN, dirigé par les États-Unis d'Amérique, en a profité pour s'élargir vers l'Est et pour rapprocher ses armes les plus puissantes aux portes de la Fédération de Russie. Alors, voici ce qui s'est passé. Lorsque l'Ukraine, une des républiques qui ont appartenu à l'Union des républiques socialistes soviétiques et qui ont été créées par l'Union des républiques socialistes soviétiques, lorsque l'Ukraine a exprimé, avec l'accord de l'OTAN, son désir de rejoindre l'OTAN, la Russie a tiré la sonnette d'alarme en affirmant ceci. L'intégration de l'Ukraine à l'OTAN permettra à l'OTAN de rapprocher pratiquement de 7 minutes à 35 minutes l'essentiel de son infrastructure de guerre par rapport à toutes les villes les plus importantes de la Russie occidentale, dont Moscou. La Russie a fait savoir que si l'Ukraine ne se maintenait pas dans une attitude de neutralité absolue, c'est-à-dire on ne demandait pas à l'Ukraine de rejoindre la Fédération de Russie dans le cadre d'une alliance militaire, mais il était exigé de l'Ukraine qu'elle ne rejoigne pas l'OTAN parce que la Russie n'accepterait pas l'éventualité que l'OTAN puisse installer en Ukraine des moyens militaires lui permettant de frapper des villes très importantes de Russie en moins de 7 minutes, et notamment de frapper Moscou avec des missiles supersoniques, des missiles intercontinentaux capables, eh bien, en 35 minutes, de partir du territoire ukrainien pour atteindre Moscou. Telle fut la ligne rouge tracée par la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Alors, donc, vous avez quelque chose à comprendre dans cette première partie de notre exposé. L'histoire longue, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que la guerre froide qui a traversé tout le XXe siècle, cette guerre froide est en train de reprendre, peut-être sous la forme maintenant d'une guerre chaude, entre des puissances qui sont toutes des puissances nucléaires. Elle est en train de reprendre pourquoi? Notez bien la raison principale. Elle est en train de reprendre parce que, depuis 1990, l'OTAN n'a pas cessé de récupérer à l'intérieur de son alliance des pays frontaliers de l'ancienne Union soviétique et aujourd'hui de l'actuelle Fédération de Russie, au point que la Fédération de Russie se sente menacée par les avancées militaires de l'OTAN. Voilà, nos amis côté YouTube, me semble-t-il, ont été maintenant empêchés de nous écouter. Donc je crois qu'on va être obligé soit de leur redonner la parole. Excusez-moi, on va leur redonner la parole. On va les reconnecter. On va les reconnecter tout simplement pour qu'ils puissent profiter. Hop. Ok, ça c'est bon. Hop, ok. Hop. On va leur donner la possibilité de nous écouter. Très bien. Voilà. Très bien, mes amis. Excusez-moi. Ce sont les aléas. On s'est retrouvés dominés. Voilà, mes chers amis. Voilà. Reconnectez-vous du mieux que vous pourrez. Côté YouTube, j'étais en train de conclure avec la première partie. Donc, vous devrez reconnaître que historiquement, depuis 1990 jusqu'à maintenant 2022, c'est la coalition de l'OTAN qui n'a pas arrêté de se rapprocher littéralement des portes de la Russie. Je viens de vous citer les dates et les pays qui progressivement ont rejoint l'OTAN et ont permis à l'infrastructure militaire de l'OTAN de se rapprocher. Alors donc, on peut passer maintenant à la deuxième partie. Dans la première partie, je voulais vous faire constater la tendance historique, à savoir l'avancée de l'OTAN vers l'Est. C'est une tendance que vous pouvez vérifier, c'est une information scientifique que je vous donne. C'est l'OTAN qui n'a pas arrêté d'avancer vers l'Est. Alors donc, maintenant, deuxième partie. Mais quels sont les enjeux? Pourquoi l'OTAN n'arrête pas d'avancer vers l'Est depuis 1990? Et pourquoi la Russie refuse cela?
pourquoi la Chine refuse cela. Et pourquoi le monde, peut-être même, devrait refuser cela. Il faut qu'on réponde à cela maintenant. C'est la deuxième partie de notre intervention. Laissons Wanda Christo Medley ponctuer un peu. Nous avons relancé côté YouTube. Deuxième partie. Pourquoi? Deuxième partie. Pourquoi l'OTAN, depuis 1990, n'a pas arrêté d'avancer vers l'Est? Pourquoi l'OTAN n'a pas arrêté de récupérer les anciennes républiques socialistes soviétiques? Et pourquoi la Russie refuse cela? C'est la question qui nous permet de comprendre ce qui a conduit à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Répondons à la première question. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, qu'on appelle en anglais NATO, North Atlantic Treaties Ocean. Cette organisation-là a une puissance qui la domine et dont les décisions sont littéralement exécutoires pour les autres puissances. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais quelle est l'idéologie qui domine l'élite politique américaine? C'est l'idéologie du America First. De manière technique, on peut expliquer cette idéologie par la notion d'hégémonie. Dans la tête d'un homme politique américain ordinaire, d'une femme politique américaine ordinaire, l'Amérique doit dominer le monde. Je recommence. Dans la tête d'un homme politique américain ordinaire, qu'il soit démocrate ou qu'il soit républicain, qu'il s'appelle Barack Obama ou qu'il s'appelle George Bush, qu'il s'appelle, comment il s'appelle, Joe Biden, ou qu'il s'appelle, comment il s'appelle, Donald Trump, dans la tête de tout homme politique américain qui a grandi dans la culture politique américaine, il est prévu que l'Amérique doit constamment être la première puissance mondiale. L'Amérique est supposée toujours être la première puissance mondiale sur le plan militaire. L'Amérique doit toujours être la première puissance mondiale sur le plan économique. Elle doit être la première puissance mondiale sur le plan culturel. Elle doit être la première puissance mondiale sur le plan spirituel. L'Amérique a élevé sa classe politique au petit lait de l'hégémonisme. Voilà pourquoi la pratique internationale des États-Unis n'est pas différente, que ce soit des démocrates ou des républicains qui sont au pouvoir. Par exemple, c'est sous un républicain, n'est-ce pas, George Bush père, que la guerre a été lancée injustement contre l'Irak, dans le but de contrôler les richesses de l'Irak, n'est-ce pas? On sait aujourd'hui que Colin Powell avait menti. L'Irak ne possédait pas d'armes de destruction massive. La guerre contre l'Irak avait pour but de contrôler les ressources pétrolières de l'Irak, parce que ces ressources pétrolières sont utiles pour l'hégémonie économique américaine. Et les Américains et leurs alliés se sont partagés jusqu'à ce jour, bien sûr, le gâteau irakien. Mais ça, c'était une guerre qui avait été provoquée par un républicain. George Bush, père, était un républicain, n'est-ce pas? Bon, on va prendre les guerres d'un démocrate, les guerres d'Obama. La guerre qui a détruit la Libye en Afrique. Elle a été menée par la coalition de l'OTAN à la demande de la France. Et à la tête de la puissance américaine, qui est la puissance suprême de l'OTAN, il y avait un démocrate, Barack Hussein Obama, par ailleurs fils de l'Afrique, par la lignée paternelle. En tant qu'Américain, Barack Hussein Obama n'a pas hésité à mener une guerre injuste qui a détruit la Libye et déstabilisé le Sahel dans le but d'imposer l'hégémonie militaire, économique, culturelle, géostratégique des États-Unis d'Amérique. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi depuis 1990, la coalition de l'OTAN n'arrête pas de récupérer les républiques socialistes soviétiques pour les intégrer dans l'OTAN et rapprocher ses armes des portes de la Fédération de Russie, vous devez simplement vous souvenir que l'Occident a à sa tête une puissance et toutes les puissances occidentales ont grandi dans le petit lait de l'hégémonisme ou encore du suprémacisme. Il ne faut pas oublier que ce sont des puissances qui se trouvent être aussi les plus grandes puissances coloniales de l'histoire.
de toute l'humanité. Ce sont des puissances qui ont mené la domination raciale. Ce sont des puissances négrières. Toutes les grandes puissances occidentales, depuis les États-Unis d'Amérique, jusqu'aux grandes puissances occidentales d'Europe de l'Ouest, comme la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, sont des puissances esclavagistes, notoires. Pendant 5 siècles, les Noirs d'Afrique en ont bavé. Il ne faut pas oublier que ce sont des puissances coloniales. Ce sont des puissances qui ont toujours considéré que quand tu disposes d'une capacité militaire supérieure, eh bien tu dois arracher le territoire des autres, le corps des autres, les richesses matérielles des autres. Tu dois même leur voler leurs œuvres d'art. Ce sont des puissances voleuses d'œuvres d'art. Je les vois restituer les objets volés au Bénin, par exemple, sans payer pour tous les crimes qu'ils ont commis à l'occasion de ces vols. Et je vois des gens qui se réjouissent, mais on a récupéré nos œuvres d'art. Et les hommes et les femmes qui furent massacrés et qui n'eurent pas le temps de connaître une vie paisible sur la terre avant de la quitter, comme tous les hommes, par la mort naturelle. Les réparations, c'est quand? On enfume toute l'Afrique actuellement avec cette histoire de restitution des œuvres d'art, alors que la restitution des œuvres d'art n'est rien. C'est une goutte d'eau à côté des réparations qui s'imposent en droit international. L'Occident doit réparation à l'Afrique. Donc toute cette coalition-là, c'est une coalition de puissances qui ont construit leur puissance sur le racisme, et notamment la marchandisation du nègre. Ce sont des puissances coloniales, donc qui utilisent la force pour conquérir des territoires et soumettre des peuples. C'est ce qu'elles ont fait pendant 5 siècles. Et ce racisme, ce colonialisme, et ce suprémacisme et cet hégémonisme ne les ont jamais quittés. Il faut donc que vous sachiez que c'est ce racisme, c'est ce colonialisme, c'est ce suprémacisme que ces puissances rassemblées dans l'OTAN ont imposé depuis 1990 à la Russie. Peut-être que quand c'est moi qui le dis, c'est exagéré. Mais je vais donner la parole pendant quelques minutes à Mme Hélène Carrère d'Ancos, l'une des plus grandes historiennes et analystes scientifiques de l'histoire européenne. Hélène Carrère d'Ancos l'explique tranquillement ici, devant un journaliste complètement éberlué par les vérités qu'elle dit. Je vais juste lui donner la parole. Madame Hélène Carrère d'Ancos, qui est vraiment une référence de l'histoire et de l'Académie française, elle a accordé un entretien à un journaliste de la Place de France qui m'a particulièrement marqué. Hélène Carrère d'Ancos. Attendez, je vais vous retrouver ça. Voici ce qu'elle dit. Depuis 1991, les Américains ont tout fait pour humilier la Russie. Bon, je lui donne la parole pour qu'elle parle un peu. Attendez. Je vais mettre ça de ce côté, comme ça vous aurez... Hop. Excusez-moi. Je vais mettre ça. Je veux que vous ayez le meilleur son. Alors, maintenant, il est de bon ton de dire les Russes se plaignent d'avoir été humiliés, tout ça est grotesque. C'est impossible, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Union soviétique a été, bon, la Russie depuis, je dirais Pierre le Grand, a été un puissant empire. Le puissant empire est devenu le puissant État soviétique. En 1991, cet État disparaît, mais il s'auto-dissout. N'oublions pas, il n'a pas été vaincu par la guerre, personne ne l'a fait disparaître. Il s'est auto-dissous. C'est pas la victoire des autres, c'est la victoire d'une espèce de... Solzhenitsyn dit c'est la victoire de l'erreur russe qui a été d'être trop grande et d'avoir voulu dominer des peuples. Voilà. Cet immense empire qui s'écroule, au lieu de comprendre qu'il fallait, je dirais, le traiter avec un certain respect, parce qu'il existait encore, il reste, même après l'écroulement, un immense territoire, 150 millions d'habitants, la culture reste la même et tout ça reste la même. On s'est appliqué à l'ignorer et, je dirais, les États-Unis se sont appliqués à l'humilier. Vous dites que nous poursuivons l'erreur de 91, c'est-à-dire notamment le fait que les Russes soviétiques ont défait d'eux-mêmes le pacte de Varsovie. Absolument. Alors que l'OTAN a continué. L'OTAN a continué, et pour les Russes, il ne faut pas oublier que la grande idée des Soviétiques à la fin du régime soviétique, c'est la dissolution simultanée
des deux alliances opposées. Ok, je m'arrête là. Madame Carrère d'Ancos souligne un fait, c'est que les Russes se sont eux-mêmes dégrossis. Ils se sont eux-mêmes débarrassés du trop-plein de républiques qu'ils avaient colonisées et qu'ils avaient intégrées à l'époque du communisme soviétique à l'intérieur de l'URSS. Ils pensaient, en redonnant la liberté et l'indépendance à ces républiques, qu'en face, l'OTAN aussi allait se désarmer, que l'OTAN allait sortir de la posture agressive qui avait caractérisé les deux blocs pendant la guerre froide. Oh que non! Alors que les Russes accordent l'indépendance au maximum possible de républiques socialistes soviétiques, de l'autre côté, l'OTAN les récupère et les utilise comme nouveaux emplacements pour positionner ses armes et menacer la Russie. C'est ce que Mme Hélène Carrère d'Ancos, grande historienne française, reconnue dans tous les cénacles académiques de ce pays, a appelé l'humiliation de la Russie par l'OTAN, l'humiliation de la Russie par les Américains. Donc en fait, pourquoi les Américains et l'OTAN ont continué à récupérer les anciennes républiques socialistes soviétiques? Parce que les Américains et l'OTAN estiment qu'ils doivent être les maîtres du monde. C'est aussi simple que cela. Ils estiment qu'ils doivent être les maîtres du monde. Or, en face, il y a une fédération de Russie qui reste un territoire immense, un véritable continent, avec 150 millions d'hommes et un passé fait de grandeur, y compris de grandeur impérialiste et coloniale. Car la Russie, elle aussi, a colonisé et imposé son impérium pendant des siècles. Donc, il y a d'un côté l'orgueil américain et l'orgueil occidental qui s'accompagnent de prises en main de nouveaux territoires et de rapprochement des armes puissantes de l'OTAN aux portes de la Russie. Et il y a de l'autre côté l'orgueil blessé de la Russie. La Russie qui conserve quand même son souvenir de grandeur soviétique, qui conserve ses souvenirs de grandeur de la période des tsars et qui n'accepte pas de devenir vassal. Voilà ce qui explique la situation actuelle. Lorsque l'OTAN a voulu intégrer donc l'Ukraine, eh bien la Russie a décidé de mettre un frein, un arrêt immédiat à l'expansion de l'OTAN vers l'Est, parce que pour la Russie, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN signifierait la soumission militaire, donc la soumission politique, donc la soumission économique, donc la soumission planétaire et anthropologique potentielle de la Fédération de Russie. La Fédération de Russie refuse d'être une puissance subalterne. La Fédération de Russie ne cherche pas à dominer les Américains, mais elle refuse que les Américains la dominent. Elle refuse que l'OTAN la domine. Voilà. Nous sommes ici dans la deuxième partie. Je vous ai apporté là les réponses les plus claires que je puisse apporter au problème. Alors, du coup, qu'est-ce que ça signifie pour nous, Africains? Venons-en à la dernière partie de notre intervention. Qu'est-ce que nous devons penser en tant qu'Africains de ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine? Premièrement, nous devons penser que toutes les grandes puissances de ce monde doivent renoncer au paradigme de l'hégémonisme et du suprémacisme, à commencer par la grande puissance américaine. Il ne faut plus qu'il y ait dans ce monde une grande puissance qui croit que le monde entier doit faire sa volonté. Il faut sortir du suprémacisme et de l'hégémonisme. Il y a un suprémacisme et un hégémonisme, on va dire, qui est un suprémacisme et un hégémonisme de mémoire, de gloire et d'histoire. C'est celui de la Russie. Mais il y a un suprémacisme et un hégémonisme qui est quant à lui actif, opérationnel, et qui se traduit par la récupération de 14 nouvelles républiques à l'intérieur de l'OTAN pour précisément soumettre la Russie et potentiellement la Chine. Et on sait très bien que qui soumet la Russie et la Chine possède le contrôle total du monde. Donc, la première chose que les Africains doivent contester, à qui que ce soit en ce monde, c'est la revendication du droit d'imposer la volonté de la puissance du pays auquel il appartient à tous les autres pays. Nous devons nous opposer au suprémacisme. Et ici, le suprémacisme qui a conduit la Russie aujourd'hui à l'invasion de l'Ukraine, ce suprémacisme-là, c'est le suprémacisme occidental. La Russie envahit l'Ukraine en étant sur la défensive. Parce que depuis 1990, les Occidentaux grignotent des positions et avancent avec leurs armes
aux portes de Moscou. Deuxième élément important. Vous voyez, cette situation est compliquée parce que le monde est à nouveau en train de se structurer en deux blocs. Il y a d'un côté donc le bloc de l'OTAN dirigé par les États-Unis et de l'autre côté le bloc de Shanghai. Certes, il n'y a pas un accord militaire très fort entre la Russie et la Chine qui serait comparable aux accords qui font de l'OTAN, mais incontestablement, la Chine verrait d'un très mauvais œil que la progression de l'OTAN vers l'Est se poursuive. Parce que plus l'OTAN met la Russie sous pression, plus l'OTAN se rapproche ainsi indirectement des portes de la Chine, pour mettre la Chine sous pression. Donc, les Chinois vivent l'avancée occidentale contre la Russie comme étant la promesse d'une avancée du même Occident contre eux. Parce que l'Occident veut dominer la Russie pour utiliser cette domination sur la Russie comme moyen pour écraser la Chine. Donc, alors, dans la situation actuelle, on est donc obligé de dire une deuxième chose, incontestable. Il est dangereux que le monde soit bipolaire. Il est dangereux que nous retournions dans, en quelque sorte, le duel de l'ancienne guerre froide. Pour la raison toute simple, c'est que les trois puissances principales qui sont engagées dans cette affaire, l'OTAN, la Russie, la Chine, ces trois puissances sont en réalité les principales puissances nucléaires de la planète. Leur guerre ne sera pas froide. Si elles ont à faire la guerre les unes contre les autres, ce sera la guerre chaude, c'est-à-dire la guerre de la destruction de l'humanité planétaire. Les armes nucléaires qu'elles ont accumulées sont telles que, si elles les utilisaient, personne, comme l'a dit le président Vladimir Poutine, n'en sortirait gagnant. Il s'ensuit donc qu'on doit sortir d'un monde bipolaire. Et il est important que se construise une grande puissance latino-américaine et une grande puissance africaine. Si nous avons une grande puissance latino-américaine et une grande puissance africaine, le monde va être quadripolaire. Ce qui va rééquilibrer le monde et sortir d'un côté les Occidentaux et de l'autre côté les Russo-Chinois de leur confrontation bipolaire. Il y aura un équilibre multipolaire, quadripolaire des puissances du monde qui pourrait permettre à ce moment-là la naissance d'une époque où ce sont les négociations, le compromis et le consensus qui dominent le droit international. On doit sortir de l'unipolarité, on doit sortir de la bipolarité pour entrer dans une multipolarité, au minimum une quadripolarité. Donc, vous comprenez donc la nécessité de la naissance d'une grande puissance latino-américaine, la nécessité de la naissance d'une grande puissance africaine. Car c'est cela qui va en quelque sorte rééquilibrer tout le rapport de force mondiale. Car en fait, en réalité, le duel qui se déroule actuellement en Eurasie entre l'OTAN et de l'autre côté, le bloc de Shanghai, c'est-à-dire la Russie et la Chine, ce duel-là, celui qui l'emporte va dominer et écraser l'Afrique et l'Amérique latine. Je recommence. Vous devez savoir, c'est un élément important de l'analyse, que celui qui gagne le duel entre l'OTAN et le bloc de Shanghai, c'est-à-dire entre l'OTAN d'un côté et les Russo-Chinois de l'autre, celui qui gagne ce duel ici, en Eurasie, sur le continent d'où je vous parle, il va avoir une capacité énorme d'imposer ses quatre volontés aux continents qui sont en retard dans la course à la grande puissance, à savoir, bien sûr, l'Amérique latine et de l'autre côté, l'Afrique. Troisième élément important. Vous avez observé que depuis l'entrée militaire de la Russie en territoire ukrainien, il n'y a pas un seul soldat occidental qui a été projeté sur le théâtre d'opération pour protéger l'Ukraine. Vous pourriez vous poser la question de savoir pourquoi, après avoir massé ses troupes, comme on le voyait en Pologne, masser ses troupes, comme on le voit un peu partout en Allemagne, masser ses troupes partout comme elle l'a fait, pourquoi l'Amérique n'a-t-elle pas envoyé des soldats combattre depuis hier, au moins depuis hier, aux côtés des Ukrainiens? Pourquoi l'Amérique ne le fait-elle pas? Alors que, dans une certaine opinion, certains pensaient que l'Amérique entrerait immédiatement en guerre pour protéger, effectivement, l'Ukraine de l'invasion de la Fédération de Russie. Pourquoi les alliés de l'Amérique, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni,
comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, qui sont si promptes à envoyer des troupes en Afrique, pourquoi ces pays n'ont pas le courage d'envoyer des troupes protéger l'Ukraine? Il faut qu'on réponde clairement à cette question. L'Europe a plus à perdre dans un conflit avec la Russie que les États-Unis. Je recommence. L'Europe occidentale a plus à perdre dans un conflit avec la Russie que les États-Unis. Pourquoi? Parce que les cibles militaires les plus proches de la Russie, les cibles militaires que la Russie est capable de frapper avec efficacité en un temps record, c'est l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors que les cibles américaines sont fortement éloignées, en tout cas en très bonne partie, du dispositif de frappe russe, russo-chinois, qui a besoin d'utiliser essentiellement des armes intercontinentales. Eh bien, les cibles européennes sont à la merci des capacités de frappe de la Russie. Donc en fait, si l'OTAN déclenchait une guerre en s'impliquant militairement en Ukraine, c'est l'Europe qui paierait cher pour l'arrogance et pour la suprématie de l'Amérique. D'où vous avez observé une ligne de comportement depuis hier. L'Ukraine fait face seule, sur le terrain ukrainien, l'Ukraine fait face seule à l'armée russe. Alors, l'Ukraine fait face seule à l'armée russe d'abord parce que l'Ukraine n'a pas eu le temps de devenir membre de l'OTAN. Ensuite, parce que les pays de l'OTAN savent qu'engager une armée européenne contre Vladimir Poutine dans les conditions actuelles, c'est offrir l'Europe, eh bien, à la contre-attaque russe. Et inévitablement provoquer la Troisième Guerre mondiale. Or, la Troisième Guerre mondiale, parce que ce sera une guerre atomique, parce que ce sera une guerre nucléaire, c'est une guerre apocalyptique. Tout pays occidental, européen, tout pays de l'OTAN qui prend le risque d'entrer en Ukraine et donc de déclarer ainsi la guerre à la Russie, offre l'Europe à la prédation russe. Et les grands stratèges européens, les grands stratèges de l'OTAN savent que les États-Unis ne pourront pas empêcher l'Europe de subir des conséquences sévères, et le monde tout entier de subir des conséquences sévères de l'entrée en guerre contre la Russie. Parce que la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas de l'OTAN. Les membres de l'OTAN ne peuvent pas dire que la Russie a attaqué l'OTAN, puisque l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Vladimir Poutine, manifestement, a voulu frapper avant qu'il ne soit trop tard pour lui et pour la Russie. Parce que si les Américains étaient parvenus à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, une attaque de la Russie contre l'Ukraine signifierait une attaque de la Russie contre les Américains. Une attaque de la Russie contre tous les membres de l'OTAN. Vladimir Poutine, qui est un joueur froid de géostratégie militaire et politique, a décidé d'attaquer l'Ukraine dans les conditions les plus favorables pour lui. On voit bien que Vladimir Poutine veut attaquer ici et il attaque dans 3 buts. Premier but, empêcher l'extension terrible de l'OTAN vers l'Est. Deuxième but, empêcher l'Ukraine de servir de base militaire contre la Russie. Un but militaire. Troisième but, reconquérir à travers l'Ukraine le contrôle, en quelque sorte, d'un espace vital nouveau, lui permettant, en quelque sorte, aussi, d'élargir le rayonnement de sa puissance. Donc, le premier objectif, c'est stopper la progression. Le deuxième objectif, c'est empêcher qu'à partir de l'Ukraine, eh bien, on soit capable de frapper facilement la Russie. Troisième objectif, élargir la Fédération de Russie. Répondre en quelque sorte à l'élargissement à 14 pays de l'OTAN par la récupération, on le voit bien, des 2 républiques du Donbass, à savoir la République de Lugansk et la République de Donetsk, et puis la récupération de l'Ukraine. Donc on est dans un jeu d'échecs. On est dans un jeu de géopolitique et de géostratégie froide. Et pendant que nous nous efforçons de le comprendre rationnellement, la propagande occidentale veut présenter Poutine comme celui qui a provoqué. Moi, je suis en mesure de vous dire, à mon âme et conscience, que ce n'est pas Poutine qui a provoqué. C'est l'OTAN qui a provoqué.
C'est l'OTAN qui n'a pas arrêté d'avancer vers la Russie en positionnant ses armes et ses menaces. Et la Russie se défend. La Russie est sur la défensive. Donc, voilà pourquoi on doit aller à une quatrième solution. Si le monde devient quadripolaire, c'est-à-dire si une grande puissance latino-américaine et une grande puissance africaine émergent, nous aurons les conditions remplies pour que la négociation, le compromis, préside au droit international. Parce que pour le moment, c'est l'hégémonisme et le suprémacisme qui président au droit international. Pour le moment, le droit international est en très bonne partie le droit du plus fort. Et ce sera le cas tant que le monde sera soit monopolaire, soit bipolaire. Il faut un monde quadripolaire. Dans un tel monde, aucune puissance n'étant capable de soumettre toutes les autres, toutes seront davantage enclines à la négociation, au compromis, et on pourra avoir ce que j'appelle un monde commun, un monde partagé, un monde dont nul n'est le propriétaire et dont nous sommes tous des locataires. Alors, pour les Africains, il est absolument impératif que la coalition de l'OTAN n'écrase pas le bloc de Shanghai. C'est vital pour les Africains et pour les Latino-Américains que l'Occident n'écrase pas le bloc de Shanghai, c'est-à-dire n'écrase pas la Russie et la Chine. Parce que si l'Occident écrase la Russie et la Chine, les Africains ne pourront pas plus avoir d'alliance. Les Latino-Américains, comme le Venezuela par exemple, ne pourront plus avoir d'alliance qui leur permettent de conquérir des seuils de puissance et de souveraineté. Donc, de manière très froide, un géostratège, un géopoliticien de l'Afrique des libertés, de manière très froide, un géostratège, un géopoliticien de l'Afrique des libertés ne peut pas souhaiter la défaite du bloc de Shanghai dans cette affaire. Il ne peut que souhaiter une chose, c'est que l'OTAN renonce au suprémacisme. Si l'OTAN renonce au suprémacisme, ce serait un argument fort pour que la Russie respecte au moins l'indépendance, mais dans la neutralité des anciennes républiques de l'Union soviétique qui ont été affranchies d'elle. Dans ces conditions-là, il sera possible de construire la puissance africaine et de construire la puissance latino-américaine. Mais dans les conditions actuelles, tout géopoliticien, tout géostratège africain qui souhaite la défaite du bloc de Shanghai, c'est-à-dire de l'alliance russo-chinoise dans cette affaire, est en réalité en train de souhaiter le retour de toute l'Afrique en esclavage, en Occident. Alors, touchons un petit mot de cette partie de l'OTAN qui concerne spécialement les Africains dits francophones, à savoir la France. Regardons un peu pour finir le jeu de la France dans tout ça. Vous voyez très bien que quand la France est confrontée à une grande puissance, à une puissance qui la dépasse, la France se réfugie derrière les États-Unis d'Amérique, notamment depuis Nicolas Sarkozy, qui a mené ce pays dans l'OTAN. Vous voyez très bien que, en réalité, le comportement que la puissance française a eu depuis pratiquement le 19e siècle en Afrique, la même puissance française est pressée de le dénoncer quand il s'applique à l'Ukraine. On peut mot pour mot prendre les déclarations du président Emmanuel Macron contre la Russie à propos de l'invasion de l'Ukraine et les appliquer à ce que la France a fait en Afrique, y compris sous Macron. On peut mot pour mot lui opposer ses déclarations à propos de ce qu'il a fait au Tchad. Il est venu au Tchad et il a imposé aux Tchadiens un dictateur de plus. On peut mot pour mot prendre les déclarations de Macron contre l'invasion de l'Ukraine par Poutine et les appliquer à ce qu'il a fait au Mali. Au Mali, son armée s'est permise de dire qu'elle allait opérer sans coopérer avec l'armée malienne ni avec le gouvernement malien. En juin 2021, on peut prendre mot pour mot les déclarations d'Emmanuel Macron contre Poutine et les appliquer à ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il a soutenu le viol de la Constitution. Alors, Poutine est aujourd'hui en train d'imposer la volonté de l'État russe et donc de violer la Constitution ukrainienne. Mais c'est ce que Emmanuel Macron et la France ont fait avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils font au Cameroun avec le dictateur Biya. C'est ce qu'ils font au Togo avec le dictateur Gnassingbé, fort. C'est ce qu'ils font au Niger avec le dictateur Bazoum. Ce sont eux qui veulent accompagner Macky Sall au Sénégal pour violer la Constitution et faire un troisième mandat comme Ouattara. C'est ce qu'ils font au Gabon
avec la dynastie des Bongo, au Congo-Brazzaville avec la future dynastie des Sassou. C'est ce qu'ils font. Et on les retrouve maintenant confrontés à ce qu'ils nous font en Afrique. Ils se retrouvent eux aussi en situation d'impuissance devant la grande puissance russe qui fait ce qu'elle veut en Ukraine. Et quelque part, les Africains regardent cela avec beaucoup d'étonnement. Les Africains se demandent comment la puissance française qui a maltraité les Africains depuis 5 siècles, comme elle l'a fait, peut se permettre d'adresser des leçons de morale à Vladimir Poutine. Les Africains se posent ces questions. Et ce sont les raisons pour lesquelles tout Africain conscient, où qu'il soit dans le monde, va refuser le monde unipolaire que l'Occident veut imposer depuis 5 siècles à cette planète. Il va refuser le monde bipolaire, avec d'un côté le bloc de l'OTAN et de l'autre côté le bloc de Shanghai. Tout Africain averti va vouloir le monde multipolaire. Pas seulement bipolaire ou unipolaire, mais multipolaire, avec au moins 4 blocs. Dans ce monde-là, il y aura de la place pour tout le monde. On pourra vivre ensemble comme des locataires de la terre et non pas comme des propriétaires. Alors, que ma communication ne soit pas interprétée comme un soutien à Poutine, mais moi je comprends Poutine. Je comprends. Je n'ai pas besoin de le soutenir, je ne lui sers pas à grand-chose dans la lutte qu'il mène pour la Fédération de Russie. Mais en tant qu'Africain, je perçois dans cette lutte un intérêt pour l'Afrique. C'est en tant qu'Africain ici que je perçois un intérêt pour l'Afrique. Et il est intéressant et important pour l'Afrique que la Russie et la Chine ne soient point dominées par la coalition occidentale. Et je ne veux pas non plus que la Russie et la Chine dominent la coalition occidentale. Parce que si jamais cela arrivait, on retomberait dans un monde unipolaire. Et inévitablement, l'excès de puissance nuit toujours à la justice. Je veux l'équilibre des puissances, je veux le monde multipolaire et je travaille pour cela. Voilà pourquoi je suis pour une coopération gagnant-gagnant de l'Afrique avec toutes les autres puissances du monde pour que l'Afrique devienne, elle aussi, une puissance et participe à l'équilibre du monde. Mes amis, voilà l'analyse que je voulais partager avec vous. J'espère que cette analyse vous a, pour certains du moins, aidé à mieux comprendre ce qui se passe et à en mesurer les enjeux. Alors, sur la balance militaire, il n'y a aucun doute. L'armée russe sera à Kiev dans les prochaines heures. Les données à notre disposition ici indiquent que l'armée ukrainienne ne fait pas le poids. Mais de toutes les façons, c'était prévisible. Le plus dur, ce sera justement ce qui va se passer après. Après que l'Ukraine aura été défaite, qu'est-ce qui va se passer dans le duel bipolaire entre ces deux blocs? C'est ça le plus dur. Et c'est à cela que nous devons déjà penser en appelant à un monde multipolaire, en appelant à la négociation et au compromis. Mes chers amis, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Et que nos ancêtres angélisés, Dieu le Tout-Puissant, inspirent sagesse et humilité aux grands de ce monde. Et qu'il ne nous brûle pas ce monde dans lequel, s'il y a un coupable, nous sommes tous condamnés. Condamnés à cause justement du péril nucléaire. Condamnés parce que les guerres mondiales, eh bien, tuent davantage ceux qui ne les ont pas provoquées que ceux qui les ont provoquées. Condamnés parce que de toutes les façons, sur cette planète, soit la vérité et justice régnera, soit l'humanité disparaîtra. C'est John Fitzgerald Kennedy qui le disait. Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind. L'humanité doit mettre fin à la guerre, ou alors c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Ce grand président américain, qui avait des idées très nobles, et pour l'émancipation négro-américaine, et pour le rééquilibrage du monde, ne fut pas par hasard assassiné par les faucons, qui tiennent en otage, depuis les années 60, la puissance américaine, et qui en font une puissance qui fait des guerres pour enrichir le lobby militaro-industriel, qui fait des guerres pour contrôler le monde, qui fait des guerres essentiellement pour affirmer ces deux dogmes, le suprémacisme et l'hégémonisme. Portez-vous bien, mes chers amis. Et merci à tous ceux qui ont résisté côté YouTube et nous ont permis d'aller jusqu'au bout de notre analyse. Merci encore. Soyez bénis. Merci.